La politique de la ville, c'est une politique qui ne vise pas la ville dans son ensemble, mais plus spécifiquement un certain nombre de ses quartiers, des quartiers dits défavorisés, pour l'essentiel des quartiers de grands ensembles d'habitat social, situés à la périphérie des villes, qui concentrent les populations les plus pauvres, précaires, et souvent les populations racisées. C'est une politique qui se caractérise évidemment par cet objet territorial, mais qui se caractérise aussi par une approche dite globale, la prétention de traiter conjointement des problèmes qui sont à la fois sociaux, urbains, économiques, de délinquance, de citoyenneté. Parce qu'elle prétend les traiter globalement, traiter les relations entre ces différentes dimensions, c'est une politique qui se caractérise aussi par son caractère partenarial. Pour organiser cette approche globale, pour mettre ensemble autour de la table tous ces acteurs, la politique de la ville s'est appuyée sur un certain nombre d'instruments qui la singularisent, qui la caractérisent, notamment ce triptyque instrumental qui la fonde, qui est le triptyque diagnostic, projet, contrat. La politique de la ville, c'est réunir autour de la table tout un ensemble d'institutions pour qu'elles partagent un diagnostic sur les enjeux, les problèmes, mais aussi les ressources des quartiers concernés. Sur cette base, tous ces acteurs peuvent élaborer un projet pour la transformation du quartier, son évolution, son développement social, comme on disait à une certaine époque. Et, in fine, une fois que tout le monde s'est mis d'accord sur ce projet, tous ces acteurs signent un contrat dans lequel ils s'engagent à au titre de leurs compétences et de leurs ressources respectives, développer des actions qui permettent d'avancer dans le sens du projet défini collectivement. C'est une politique qui entretient un rapport singulier avec les sciences sociales et tout particulièrement avec la sociologie. Ce sont des sociologues qui sont à l'origine de sa mise à l'agenda, de son cadrage, et si on reprend 40 ans d'histoire de cette politique, au moins pendant les 20-30 premières années, les évolutions de cette politique peuvent être assez directement liées à des travaux d'un certain nombre de sociologues, que ce soit des travaux de recherche ou des travaux réalisés dans un cadre évaluatif. J'ai moi-même pas mal participé à ces formes de dialogue entre des acteurs publics et la recherche, notamment dans le cadre d'évaluation. Et j'ai pu voir aussi comment ce dialogue, ce lien qui unissait sociologie et politique de la ville a été rompu à partir du début des années 2000. J'ai pu l'observer quand je me suis mis à travailler sur le programme national de rénovation urbaine, de démolition, reconstruction des quartiers d'habitat social, un programme qui était unanimement célébré par le personnel politique, par nombreux acteurs publics, un programme qui par ailleurs mobilisait du big money, c'est 40 milliards d'euros. À partir de ce moment-là, la critique sociologique est devenue inaudible. Non seulement elle est devenue inaudible par ses acteurs, mais elle a été perçue comme dangereuse et il y a eu des dispositifs de mise à l'écart organisés des sociologues, des sciences sociales de manière générale et de toute forme de critique de cette politique à partir de 2003. La disparition des espaces de dialogue qui pouvaient exister entre les acteurs de cette politique et les chercheurs en sciences sociales a un certain nombre de conséquences sur, la structuration du débat public, notamment le fait que soit installée dans le débat public l'idée que, pour parler comme un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, on en fait quand même beaucoup pour ces quartiers. Tous les travaux dont on dispose nous montrent à quel point ces quartiers sont non seulement stigmatisés socialement, mais sont discriminés négativement par l'action publique. La politique de la ville prétend être une politique de discrimination positive territoriale, une politique qui viendrait faire plus pour les territoires qui ont moins. La réalité des travaux nous montre que l'action publique est discriminatoire contre ces quartiers. Certes, on met un peu plus au titre de la politique de la ville, au titre de l'éducation prioritaire dans ces quartiers, mais que ces crédits supplémentaires ne viennent pas compenser l'inégale allocation des crédits de droit commun qui est opérée à leur détriment. On met de l'argent pour l'éducation prioritaire, mais l'éducation nationale, au titre de son fonctionnement ordinaire, met beaucoup moins dans ces quartiers que dans les établissements de ces quartiers, que dans les établissements bourgeois de centre-ville. Le fait que les travaux scientifiques qui montrent ça, qui questionnent ça, soient tenus à l'écart des débats n'est pas sans conséquence.
Et ça a notamment rendu possible la montée en puissance d'un discours qui devient omniprésent, qui vient stigmatiser ces quartiers, qui vient dénoncer des privilèges indus dont leurs habitants bénéficieraient, et qui vient occulter aussi, ce faisant, la manière dont l'action publique contribue à renforcer les inégalités socio-urbaines.